Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la Cité du Vin et ravi de vous retrouver dans l'auditorium. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir cette conférence, cette nouvelle conférence des Vendanges du Savoir et Sylvain Delzon qui va nous faire sa conférence dessus dans quelques minutes. Je vais laisser Alain Blanchard le présenter. Donc, les Vendanges du Savoir, vous le savez peut-être, donc est un partenariat entre l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui est financé par la Fondation Baron Philippe de Rothschild et la Fondation Bordeaux Université. Donc, nous sommes très heureux de les accueillir à nouveau ce soir. Bonsoir à ceux aussi qui sont en ligne depuis la plateforme Zoom. Sachez que vous aussi, vous aurez la possibilité à la fin de la conférence de poser des questions. Donc, dans la salle, on fera circuler un micro. Et puis, vous qui êtes en ligne, vous pourrez poser des questions dans la partie Q et R de votre application Zoom. On relaiera les questions à l'intervenant qui pourra y répondre. Donc voilà, nous sommes ensemble pour environ une heure et demie. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je laisse la parole à Alain Blanchard, donc directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin et membre du comité de pilotage des Vendanges du Savoir. Très bien, merci. Je suis ravi en fait de vous voir nombreux ce soir et d'avoir le plaisir d'accueillir Sylvain Delzon. Merci encore aussi à la Cité du Vin de nous accueillir dans ce lieu fabuleux. Sylvain, en fait, est un spécialiste, en fait, principalement de la forêt, en fait. Mais comme on va le voir, la forêt, ça mène à la vigne. C'est un spécialiste du système vasculaire des plantes. Et c'est par l'hydraulique, finalement, que tu vas nous amener, en fait, à parler de la vigne. Alors, Sylvain Delzon est directeur de recherche à l'INRAE, on dit l'INRAE maintenant et pas l'INRA, et dans un laboratoire qui s'appelle le Biogeco, un laboratoire qui est partagé entre l'Université de Bordeaux et l'INRAE. Et dans ce laboratoire où on étudie en fait beaucoup d'aspects en fait autour des systèmes cultivés ou de la forêt, des systèmes naturels, Sylvain développe donc sa thématique. Et on a trouvé que c'était une bonne idée, en tout cas dans le comité de pilotage, de l'inviter parce que d'abord c'est un scientifique, alors il est très modeste et il ne va pas le dire, mais de très haute volée. Voilà, c'est un des scientifiques les plus cités dans sa discipline. Mais c'est aussi en fait quelqu'un qui est très attaché aussi au côté pratique et à la capacité finalement d'appliquer les recherches sur des systèmes de production en agriculture. Et ça, on y tient beaucoup à l'ISVV en tout cas. Et voilà, donc merci encore Sylvain. Et puis voilà, à tout à l'heure pour les questions. Voilà. Merci. Donc, bonsoir. Alors, je pense que oui, ça fonctionne. Merci pour l'introduction. Je vais parler effectivement de la vigne ce soir. On m'a demandé de parler de vigne, mais je travaille essentiellement sur les arbres et les grandes cultures. Et donc la vigne pourrait se trouver entre les deux, on va dire. Donc il y aura peut-être quelques diapos avec des arbres qui traînent et peut-être des grandes cultures aussi. J'ai essayé d'expurger mon diaporama de tous les arbres, mais j'ai peut-être pas réussi. Alors, je vais parler donc d'hydraulique des plantes. L'hydraulique des plantes, c'est le fonctionnement du transport de l'eau, comment les plantes font pour transporter l'eau depuis le sol jusqu'aux feuilles, ou plutôt depuis les feuilles, comment elles absorbent l'eau au niveau du sol. Et pour ça, j'ai ici choisi 3 illustrations pour essayer de remettre le débat d'un point de vue historique, puisque dans le mathématique sur l'hydraulique des plantes, il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle, mais en fait ces débats ils datent de plusieurs siècles, de 4 siècles. Et donc ici, vous avez une photo. Vous avez une photo ici d'un chercheur qui est le premier à avoir utilisé un microscope et qui avait dessiné l'appareil vasculaire, donc les vaisseaux d'un plant de vigne.
Grew, c'était en 1674. Ici, j'aurais pu en prendre plein, mais ici, j'ai voulu faire un clin d'œil à mon collègue Hervé Cochard de INRAE de Clermont-Ferrand. Et donc, dans les années 80-90, on s'est amusé à faire beaucoup de coloration. Enfin, ils se sont amusés, parce que moi, je m'amusais à autre chose à ce moment-là, à faire des colorations, soit par infiltration. Ici, celle-ci est plus récente que 90, mais par infiltration avec donc des colorants pour regarder le trajet de sève au sein de la vigne. Il faut dire que la vigne est très particulière à ce niveau-là par rapport à toutes les espèces végétales, où on ne parle pas de trajet de sève, sauf pour la vigne, je reviendrai dessus. Et puis ici, vous avez une photo obtenue par microscopie à rayon X. Et d'ailleurs, je rentre d'une campagne dans ce laboratoire qu'on appelle le synchrotron à Paris-Saclay. Je suis rentré hier soir. C'est des campagnes qui durent 7 jours, 7 nuits, dans lesquelles on scanne des plantes avec des scanners comme à l'hôpital, mais avec une puissance beaucoup plus importante pour avoir une résolution et voir les vaisseaux à l'intérieur de la plante sur une plante intacte sans la couper. Et c'est important de dire ça sur cette diapo, là, avant de commencer ma présentation, parce que la vigne a des vaisseaux très très longs. Et donc lorsqu'on coupe un segment de vigne, les vaisseaux sont ouverts de part en part et il est difficile de les mesurer. Et donc on travaille beaucoup sur des plans intacts que l'on place dans un scanner, donc qu'on appelle ici le synchrotron, c'est de la microtomographie à rayon X. Et donc on peut voir si les vaisseaux sont pleins de sève, pleins d'eau, ou bien si en noir ici ils sont pleins d'air et donc non fonctionnels et qui ne transportent plus d'eau. Alors, je l'ai dit, il y a énormément de débats. Et ces débats, ils ont commencé très très tôt. Donc ici, le premier chercheur qui a utilisé finalement un microscope pour regarder les plantes s'appelait Robert Hooke. Et on voit que bon, son microscope marchait relativement bien, mais il a observé ici des pores noirs au sein de la tige d'une plante. Et il en a conclu que c'était sans doute des vaisseaux qui transportaient la sève. Donc pourquoi pas, il n'a pas pu expérimentalement démontrer que ça transportait de la sève, mais il a conclu que certainement la sève était transportée dans le bois au sein de la tige. Alors, 10 ans plus tard, un autre chercheur, Grew, celui qui avait fait le superbe schéma de la vigne, ici a travaillé sur du frêne, donc là c'est une photo microscopie sur un arbre. Il a utilisé le même microscope, mais relativement avec une performance, on va dire, remarquable, puisque là, on voit très très bien les vaisseaux. Et comme ce chercheur travaillait plutôt sur les insectes, il a conclu que les pores noirs étaient des trachées qui transportaient de l'air, et que la sève, elle était transportée plutôt dans la partie périphérique qu'on appelle l'écorce. Donc, deux observations similaires, deux conclusions complètement opposées. Et vous allez voir que 4 siècles plus tard, c'est toujours la même chose dans notre discipline. On s'écrit des articles, on se répond par article interposé. Alors il faut attendre un siècle à peu près, et notamment ce chercheur allemand qui a décidé à un moment de couper des plantes et de les faire transpirer dans une solution avec une coloration rouge. Et donc via ces observations, il a conclu que uniquement la partie centrale où se trouvait le bois était colorée, donc c'est bien le bois qui transportait la sève, et uniquement les vaisseaux dans cette partie-là, dans le bois, étaient colorés, et donc il a conclu que seuls les vaisseaux de xylème dans le bois étaient capables de transporter la sève chez les plantes. Alors là, c'était un grand pas, mais il a fallu attendre finalement le 1914 et le travaux de ces deux chercheurs américains, Strasburger et Dixon, et notamment cette publication qui fait toujours référence à l'heure actuelle, qui n'a pas été contredite enfin, elle a été contredite plusieurs fois, mais finalement c'est celle que l'on retient toujours en 2022, dans laquelle il propose ce qu'on appelle la théorie de la tension-cohésion, qui explique la montée de sève chez les plantes. Et il faut juste retenir que pour qu'une plante transporte de l'eau depuis les racines jusqu'aux feuilles, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Il faut que ce soit une colonne d'eau continue pour qu'il y ait de la transpiration. Et c'est ce qu'il explique très très bien dans ce livre qui fait toujours référence. Alors, chez la vigne, j'ai repris ici un schéma d'un de mes collègues de l'ISVV, juste pour
vous expliquer un petit peu de quoi je vais parler. Ici, c'est une section dans un cep de vigne. Vous avez la moelle au centre, vous avez le xylème autour. Donc moi, je vais essentiellement me concentrer dans ma présentation sur cette partie-là qui transporte la sève, où se trouvent les trachéides, qui sont tout petits, je crois qu'on les voit ici, voilà, et puis les vaisseaux qui sont très très gros. Ce sont essentiellement les vaisseaux qui transportent la sève, et les trachéides sont là pour la rigidité du tronc. Puis vous avez bien sûr le phloème et l'écorce, etc. Mais moi, je vais parler vraiment de l'appareil vasculaire et du xylème pendant toute ma présentation. Alors, un petit rappel toujours avant de rentrer dans le vif du sujet. À quoi sert la transpiration ? Souvent, les étudiants nous demandent à quoi ça sert parce qu'ils ne voient pas bien ou ils se pensent que ça sert à uniquement faire monter les éléments minéraux depuis le sol jusqu'aux feuilles. Ben, oui, ça sert à absorber des éléments minéraux, mais ça sert surtout et premièrement à refroidir la température de surface et donc la température des feuilles. Comme chez l'homme, on transpire pour refroidir la température de surface. C'est exactement la même chose chez les plantes. Et donc, cette transpiration, elle a lieu au niveau des pores des feuilles, donc on appelle les stomates. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le flux d'eau qui traverse le végétal, il n'est pas poussé par le bas, parce que les plantes n'ont pas de pompe, pas de cœur, et il est bien tiré par le haut. Donc c'est bien une succion qui fait que l'eau est tirée depuis les feuilles dans les petites branches, qui tirent l'eau dans le tronc, qui tirent l'eau au niveau des racines, et les racines sont capables d'absorber passivement de l'eau au niveau du sol. Donc exactement comme quand on absorbe de l'eau, quand on boit de l'eau dans un verre avec une paille. Et donc ça implique plusieurs choses en thermodynamique. C'est que nous sommes dans un système qui est sous pression négative. Donc ici, j'ai représenté le potentiel hydrique, donc le stress hydrique de la plante. Ce potentiel, il est tout le temps négatif. Et l'eau va se déplacer toujours d'un potentiel élevé vers un potentiel faible. Et donc lorsque l'air est sec, la feuille perd de l'eau, et ça va tirer l'eau, ça va faire chuter le potentiel, et donc il va y avoir un gradient de potentiel hydrique, il va y avoir une montée de sève au sein du végétal. Alors pourquoi j'explique ça ? Parce que pour expliquer la transpiration, c'est donc le gradient de potentiel hydrique en fonction de la résistance hydraulique au sein de la plante. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un manque d'eau ou une sécheresse importante, ce système peut dysfonctionner. C'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement hydraulique, ou que j'appelle aussi la cavitation ou l'embolie vasculaire. Je vais utiliser ces trois termes pour dire exactement la même chose ce soir, même si ce n'est pas tout à fait exact. Ce soir, je parlerai de dysfonctionnement hydraulique, cavitation ou embolie vasculaire pour parler donc, des bulles d'air qui viennent interrompre le transport de l'eau au sein de la plante. Alors, si on regarde un petit peu ces bulles d'air, on peut les voir en microscopie, notamment dans la tige tout d'abord. On voit ici des vaisseaux qui sont pleins de sève, qui sont fonctionnels, et des vaisseaux qui sont dits embolisés, qui sont pleins d'air. Ils sont donc impropres au transport de l'eau, ils ne peuvent plus transporter l'eau et donc ne servent plus à la plante pour la transpiration. Ici, une autre photo de microscopie au niveau de la nervure centrale d'une feuille. On voit un élément conducteur qui est complètement cavité et qui, pareil, bloque le transport de l'eau. Alors, avoir quelques éléments conducteurs cavités ne pose pas de gros problèmes pour une plante, puisqu'il y en a un grand nombre et qu'ils sont interconnectés. Donc la plante peut contourner les éléments conducteurs qui sont embolisés pour que l'eau s'achemine jusqu'aux feuilles. Au niveau des pétioles des feuilles, c'est-à-dire l'organe qui relie la feuille aux branches, il y a une sorte de goulot d'étranglement, et là, lorsque la cavitation se produit, ça conduit à une excision foliaire et une perte de feuilles. Je reviendrai là-dessus, c'est très important chez la vigne. Alors, avant également de rentrer un petit peu plus dans les résultats, juste pour préciser ici que ceci est un vaisseau chez les angiospermes, donc chez la vigne, et la taille des vaisseaux importe peu pour la résistance à l'embolie et donc pour la résistance à la sécheresse. C'est la taille des petits pores entre les parois, sur les parois de ces vaisseaux qui est important, ce qu'on appelle les ponctuations, qu'elles soient aréolées chez les conifères ou plus classiques chez les angiospermes, donc chez la vigne c'est ici. C'est la taille de ces petits trous qui va conditionner la résistance à l'embolie chez les plantes.
Alors pour revenir au débat, 1997, un chercheur australien, cette fois-ci Martin Carney, a essayé de démontrer que la théorie de la tension-cohésion n'était pas cohérente chez les plantes. Et donc il a utilisé une nouvelle technique à l'époque qu'on appelle la cryomicroscopie. Donc on place un organe dans le froid, l'azote liquide, et puis on observe cet organe. Ici, il fait ça le matin, à 6 heures du matin, avant le lever du soleil. Il voit que les vaisseaux sont pleins de sève. Il revient sur le même arbre de l'autre côté de son campus. Il coupe une autre branche à midi, et là il regarde et il voit que les vaisseaux sont pleins d'air. Donc il conclut que finalement la plante ne transporte jamais de sève la journée, mais qu'elle est capable de re-remplir ses vaisseaux la nuit, et qu'elle fonctionne comme ça, et que la transpiration, on ne sait pas trop comment elle se produit, mais ce n'est pas la théorie de la tension-cohésion. Je donne cet exemple parce qu'il y en a eu à peu près une trentaine comme ça, qui ont essayé de démontrer que la théorie de la tension-cohésion ne marchait pas. Alors ici, le problème, qui est 3 ans plus tard, un chercheur donc, français, Hervé Cochard, a montré que le problème, c'est que lorsque l'on congèle un échantillon sous tension, à midi, la demande évaporative est forte, le potentiel hydrique est très négatif, -1, -2, -3 mégapascales. Lorsque l'on congèle immédiatement l'échantillon, ça induit de la cavitation. Et donc ce qu'on observe ici, c'est un bel artefact de mesure. Et donc il est extrêmement compliqué de travailler sur des plantes avec des vaisseaux très très longs si on doit les couper. Il est préférable de travailler sur des plantes qu'on appelle entières ou intactes. Et donc il faut transporter soit un jeune plant dans un synchrotron, soit amener un système en forêt ou dans la vigne pour étudier ces espèces à vaisseaux longs. Et donc je me suis intéressé notamment à la vigne pour cette raison, parce qu'elle a le même problème que le chêne, qui a des vaisseaux très très longs, et que d'autres espèces d'ailleurs. Mais on va dire que le laurier, le chêne et la vigne ont des problèmes en commun. Et notamment cet article qui a suscité un petit peu notre intérêt en 2012 d'un laboratoire californien qui a publié une dizaine d'articles, mais celui-ci où ils résument un petit peu tous leurs travaux sur la vigne. Et ils ont montré que la vigne ici était extrêmement vulnérable à l'embolie et que l'embolie se produisait très très tôt le matin à des potentiels proches de zéro. C'est-à-dire le sol est bien hydraté, dès que le soleil se lève, la moitié des vaisseaux sont déjà embolisés et avant que les stomates ne commencent à se fermer, donc avant 10 heures du matin, l'intégralité de l'appareil vasculaire est remplie d'air et ne peut plus transporter d'eau. Donc quand on a vu ces résultats, on s'est dit que c'était clairement lié à des artefacts de mesure et qu'il fallait qu'on essaie de développer d'autres techniques pour essayer de montrer que ce n'était pas le cas. Donc ça a d'importantes implications en termes de compréhension sur la physiologie des plantes. Donc on a fait ça sur la vigne et d'autres espèces, mais ici je vais me focaliser donc sur la vigne. Alors première question qu'on s'est posée, tout simplement, c'est observe-t-on des cycles journaliers d'embolie et de réparation du xylème? Donc voilà, est-ce que ça cavite tous les matins et que c'est réparé tous les après-midi? Donc c'est les questions qu'on essaie de se poser. Et pour étudier ça, on a décidé d'aller directement voir à l'intérieur de la plante sans créer d'artefacts en coupant un échantillon. Donc ici, j'ai malheureusement pas de sculpture sur la vigne, mais ça c'est une sculpture à Kew Garden à Londres sur un chêne d'un artiste anglais qui est remarquable. Donc là, on peut très bien observer les vaisseaux une fois qu'ils sont sculptés. Ou sinon, par microscopie, on peut essayer de descendre au sein des ponctuations et au sein des vaisseaux des plantes. Et pour cela, donc, on utilise la technologie qu'on appelle microtomographie à rayon X. Hop, j'ai appuyé. Voilà. La microtomographie à rayon X. Alors, je vois que j'ai oublié de traduire cette diapositive, mais qui se trouve ici, donc qui est la dernière qui a été utilisée donc, depuis les années 2016. Sachant que je reviendrai sur les autres techniques par avant, on utilisait plutôt des techniques destructives au laboratoire où on coupe une branche, on la centrifuge, ou bien on coupe une branche et on écoute un petit peu, d'un point de vue acoustique, les émissions qui sont faites en ultrasons, qui sont produites par la cavitation. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait pour répondre à cette question en utilisant cette technique qui est la microtomographie à rayon X. Alors, je n'ose plus appuyer.
Bon, ça y est. Donc voici le laboratoire. Donc j'y étais toute la semaine dernière. Je suis rentré hier soir d'ailleurs. Donc dans celui-ci, on en a utilisé plusieurs. Il y en a plusieurs dans le monde. Celui-ci, c'est l'un des plus performants. C'est celui de Saclay. Donc c'est le synchrotron français, c'est un accélérateur de particules, et puis il y a 24 laboratoires, ou 27, je ne me souviens plus, autour de ce synchrotron, et nous on utilise un laboratoire qui est une source de lumière pour faire de la microtomographie à rayon X. Donc on place une plante sur la platine de ce laboratoire, et on peut la scanner comme un scanner de laboratoire, mais avec une très très forte puissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans la pièce pendant le scan, parce que le temps de survie serait de quelques minutes. C'est pour vous dire la puissance de l'appareil, et ça permet d'avoir une résolution qui est de l'ordre de 0,5 microns, donc relativement fine, et on peut voir ici en gris foncé des vaisseaux pleins d'eau, et en noir, ici, des vaisseaux pleins d'air. Donc on est capable de voir le contenu des vaisseaux, de les compter, et de regarder l'impact du stress hydrique. Ici, une plante non stressée, c'est un chêne. Pour l'agroforesterie, je me suis permis de placer un chêne ici. Et puis, ici, un chêne très stressé, à moins 6 mégapascales, où on voit que tous les vaisseaux sont embolisés. Donc on peut déterminer à partir de quel niveau de stress la plante va perdre en conductivité, va emboliser. Donc on a travaillé sur un grand nombre d'espèces, et notamment sur la vigne, puisque nos collègues californiens annonçaient donc que 50% des vaisseaux étaient cavités à moins 0,3 mégapascal, c'est-à-dire à cette valeur-là, ils considéraient que 50% des vaisseaux étaient non fonctionnels. On voit qu'à ce stress-là, qui est proche de zéro, qui est quasi nul, on voit qu'il n'y a aucune embolie vasculaire dans la tige. On a fait ça bien sûr sur un grand nombre de cépages et un grand nombre d'individus. Et on voit surtout qu'il faut atteindre des valeurs extrêmement négatives comme moins 1,7 mégapascal pour voir de l'embolie vasculaire. Donc ici, 50% des vaisseaux sont embolisés à cette valeur. Pour ce cépage-là, ici c'est un jeune plant. On va voir qu'on peut aller bien plus, des valeurs bien plus négatives sur les plants plus âgés. Donc ça, c'était une première observation qui a confirmé que ce qui était observé au laboratoire sur des sections coupées était vraiment un artefact de mesure. Et donc nous avons continué dans cette direction et nous avons essayé de quantifier un petit peu plus la vulnérabilité à l'embolie de différents cépages. Alors ici, j'ai mis 2 graphiques à titre d'exemple. Maintenant, il y en a beaucoup plus que ça. Ici, il y a 7 ou 8 cépages mesurés sur tige. Et on voit que la résistance à l'embolie de la vigne est en moyenne de moins 2,5 mégapascal. Donc la P50, c'est la pression qui induit 50% de cavitation dans la tige. Donc 50% des vaisseaux qui ne fonctionnent plus. Pour qu'ils ne fonctionnent plus, il faut que la sécheresse atteigne moins 2,5 mégapascal. Sur les feuilles, la P50 est de moins 1,55 mégapascal. Donc les feuilles sont plus vulnérables que les tiges. Ça, ce n'est pas anodin. Chez les arbres, ce n'est pas le cas. Chez la vigne, il y a une forte segmentation. Je reviendrai dessus également. Alors vous allez me dire, mais il nous raconte 1,5, 2,5, mais bon, on n'en sait rien. C'est des hydrauliciens qui parlent entre eux. Donc je me suis permis de vous replacer un petit peu la vigne parmi les autres espèces. Et donc c'est pas une bonne nouvelle. Je me suis permis d'écrire un titre un peu provocateur. Je regarde mes amis de l'ISVV devant. Et donc la vigne aussi vulnérable que la tomate et l'Arabidopsis. Voilà. Ouais. Donc ici, vous avez Arabidopsis avec la variété sauvage, la session sauvage, qui est autour de moins 2,5 mégapascal. On voit que les ponctuations sont relativement fines, c'est-à-dire les membranes entre les vaisseaux, comme pour la vigne. La tomate sauvage, en rouge ici, est aussi à moins 2,5 mégapascal. Pourtant, la tomate, c'est très, très vulnérable à la sécheresse. Et bien, la vigne se trouve exactement à la même vulnérabilité de ces vaisseaux vis-à-vis de la cavitation. Donc ici, on voit la cavitation qui se propage dans la tige de tomate. Donc même vulnérabilité à la cavitation que la tomate et Arabidopsis. Et ici, j'ai placé un petit peu le spectre de résistance à la cavitation des conifères. La vigne se trouverait ici parmi les 3 espèces de conifères les plus vulnérables du monde. Donc c'est pour dire que la vigne est une espèce
dont l'appareil vasculaire est très vulnérable à l'embolie. Et donc on va voir qu'elle met tout en œuvre pour éviter d'être exposé à des stress hydriques très négatifs au niveau de son appareil vasculaire. Alors, un autre résultat très intéressant que je résume en une diapo, mais sur lequel on a travaillé pendant 3 ans. C'était difficile à démontrer, mais la vigne était considérée comme une espèce modèle avec le laurier, une espèce qui est capable de re-remplir ses vaisseaux un petit peu par magie. Une fois qu'ils sont cavités, elle est capable de les re-remplir et donc de les re-rendre fonctionnels pour la transpiration. Or, là également, on s'est aperçu que c'était des artefacts de mesure, et donc grâce toujours à la même technologie sur des plants entiers, donc on prend un plant de vigne en pot, on le scanne lorsqu'il est bien hydraté, on voit que tous les vaisseaux ici que j'ai coloriés en bleu sont fonctionnels, remplis d'eau. On laisse déshydrater les plants pendant 3 semaines jusqu'à atteindre ce qu'on appelle donc 50% d'embolie, la P50, et on voit qu'ici il y a 50% des vaisseaux rouges qui sont embolisés. Et à cette étape-là, on réarrose les plants et pendant plusieurs jours, on les rescanne pour voir s'ils sont capables de réparer leurs vaisseaux. Et on s'aperçoit que la vigne n'est pas capable de remettre à l'eau les vaisseaux remplis d'air, donc les vaisseaux dits embolisés, tant qu'elle a des feuilles et tant que le système est sous tension, sous pression négative. Donc la cavitation est un phénomène irréversible, même chez la vigne, alors qu'elle était considérée comme la plante modèle qui était capable de faire ce qu'on appelle du refilling, terme anglais qu'on ne sait pas trop traduire en français, mais donc c'est le re-remplissage des vaisseaux. Donc même la vigne n'arrive pas à re-remplir ses vaisseaux, malgré pas mal de littérature là-dessus dans les années 2000. Nos collègues américains de Berkeley, Craig Brodersen, avaient travaillé un petit peu en parallèle avec nos travaux aussi sur la microtomographie à rayon X au laboratoire, donc au synchrotron de Berkeley. Et ils avaient montré, donc dans cet article très joli ici, que la cavitation se produisait tout d'abord autour de la moelle, au centre de la section, et qu'elle se propageait sous forme de rayon vers l'extérieur lorsque le stress augmente. Donc quand il n'y a pas de stress, -1, 2, -2, le stress augmente, on va jusqu'à -4 et on voit que les derniers vaisseaux qui embolisent, ce sont ceux qui sont en périphérie. Et ils ont également montré qu'il n'y avait pas de saut de cavitation. C'est-à-dire que la cavitation ne se produit pas de façon aléatoire au sein de la tige, mais elle se produit toujours sur un élément conducteur qui est proche d'un élément conducteur déjà embolisé. Donc il faut que les éléments conducteurs se touchent. On le voit ici, un élément conducteur cavité, et on voit que ça cavite toujours dans le même sens. Alors, grâce à cette technologie, on peut regarder la vigne et sa tige en 3 dimensions. Et donc c'est ce qu'ils ont fait ici. On peut reconstruire donc la tige de la vigne en 3 dimensions et voir comment les vaisseaux sont connectés les uns aux autres. Donc on voit que le premier à avoir cavité, c'est le rayon bleu ici. Et puis finalement, qu'il y a un rayon rouge qui a également cavité juste après. Et quand on reconstruit en 3 dimensions, on voit que l'élément qui est ici connecte le bleu au rouge, et donc on voit qu'il y a un trajet des bulles d'air. Et les bulles d'air passent toujours d'un élément conducteur cavité à un élément conducteur fonctionnel, à travers les petits pores dont j'ai parlé, qu'on appelle les ponctuations. C'est ce qu'on appelle la théorie du germe d'air. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de façon aléatoire un élément qui cavite et puis un autre un petit peu plus loin. Ça se propage de part en part, comme ceci. Et plus la sécheresse est importante, et plus ça va gagner vers l'extérieur de la tige. Donc voilà pour la partie 1. La deuxième question qu'on s'est posée par rapport à toutes ces observations, c'est est-ce que la vigne finalement cavite très tôt le matin? On pense que non, mais surtout avant que les stomates se ferment. On sait que les stomates, les pores au niveau des feuilles, permettent de réguler la transpiration des plantes et de maintenir l'eau, donc d'éviter de perdre trop d'eau. Et donc si la plante cavite avant que les stomates se ferment, c'est que bon, la stratégie de la plante nous paraît peu fonctionnelle. Mais bon, cela a été montré plusieurs fois chez la vigne, et donc on s'est intéressé à ça. Ici, c'est un scan de la nervure centrale d'une feuille. Donc on a regardé si les vaisseaux ici, sur ce scan-là, ils sont tous fonctionnels. On a regardé à quelle pression du potentiel hydrique ils cavitaient et si ça se produisait avant la fermeture des stomates. Donc pour cela,
on a couplé deux techniques qui permettent de mesurer toujours les plantes de façon intacte sans les couper. Donc la technique microtomographie à rayon X qu'on voit ici, je ne la présente plus, je l'ai déjà présentée. Donc la vigne est ici, c'est du Cabernet Sauvignon si je me souviens bien. Donc on voit la nervure centrale ici où tous les vaisseaux sont fonctionnels, et puis ici la sécheresse est très forte, on voit que tous les vaisseaux sont cavités au sein de la nervure. Et on a utilisé une deuxième technique qu'on appelle la technique optique, qui est une technique beaucoup moins coûteuse qu'un synchrotron, puisqu'il nous faut juste des scanners de bureau dans lesquels on place des feuilles et on les scanne toutes les 3 minutes pendant 7 jours. Donc ici, on a utilisé 2 scanners, mais on peut en utiliser qu'un. On scanne une feuille toutes les 3 minutes, et puis ensuite, avec un logiciel, on soustrait ces feuilles les unes aux autres. Et avec le scanner, lorsqu'on scanne, on envoie de la lumière de par-dessous. Et donc la lumière traverse les nervures des feuilles. Lorsque toutes les nervures sont pleines d'eau et qu'on soustrait les 2 images, on ne voit rien. Par contre, lorsqu'il y a un élément qui cavite, donc une nervure qui passe de plein d'eau à plein d'air, la transmission de la lumière à travers la feuille change à cet endroit-là et on peut détecter un événement de cavitation. Et donc on laisse se déshydrater la feuille pendant 7 jours et quand on soustrait les images toutes les 3 minutes, on peut reconstruire tout le film de cavitation dans cette feuille-là et savoir à quelle pression elle embolise. Ici, vous voyez sur la vigne une feuille non cavitée. On voit qu'elle commence à caviter par la nervure centrale, les nervures secondaires et puis les nervures tertiaires, ainsi de suite. Je vais vous montrer le film qu'on peut obtenir de propagation de l'embolie. Alors, je n'ai pas réussi à charger celui sur la vigne, mais c'est exactement la même chose. S'il veut bien commencer, voilà. Donc ici, sur la partie gauche, vous avez la feuille qui est scannée. Et sur la partie centrale, vous avez les événements. Les petits éclairs, ce sont les événements de cavitation. Lorsque la lumière traverse la nervure, lorsque celle-ci passe d'un état plein d'eau à un état plein d'air. Et ici, on cumule les événements de cavitation en fonction du stress hydrique. Donc la couleur ici correspond à l'état de stress de la plante et on peut savoir donc quelle est la vulnérabilité d'une feuille à la sécheresse. On peut faire ça sur plusieurs cépages, par exemple, et comparer les cépages entre eux. Quel est le cépage qui a les feuilles les plus résistantes à l'embolie. Donc cette technique qui est très récente a permis finalement de mesurer énormément de cépages au laboratoire, parce que le synchrotron est, on va dire, un laboratoire qui est très difficile d'accès. Il y en a que quelques-uns dans le monde, et puis l'accès à la semaine est très très compliqué. On est en compétition avec des physiciens qui font des choses très très importantes, alors que nous on travaille sur les plantes. Et donc les accès sont assez difficiles. Et donc avec cette technique, on a pu montrer, donc ici on l'a montré aussi au laboratoire, mais j'ai utilisé ici, je préfère utiliser le premier article qui a publié ça, c'est notre collègue Uri Holzberg, lorsqu'il était en post-doctorat à Harvard. Uri Holzberg nous rejoindra l'année prochaine en sabbatique, il travaille sur la vigne au Volcani Center, il viendra à Bordeaux pendant 1 an. Donc il a mesuré la fermeture des stomates, donc on l'appelle la conductance stomatique ici en noir et en rouge, et on voit que les stomates se ferment relativement vite chez la vigne, on va voir ça aussi juste après. Et la cavitation en bleu se produit tout le temps et systématiquement après la fermeture des stomates. Donc il n'y a pas de cavitation pendant la fermeture des stomates, mais ça se produit toujours après la fermeture des stomates. Donc la plante régule pour ne pas perdre d'eau, et c'est que uniquement si le potentiel continue de chuter par d'autres processus que la cavitation se produit. Donc il a travaillé sur 1 ou 2 cépages, et depuis on a réutilisé cette technique pour quantifier donc la résistance à la cavitation d'un grand nombre de cépages. Je vais vous montrer ça juste après. Je ne sais pas si ça passe. Alors, on a également cette technique qui permet d'infiltrer de l'air dans une feuille et qui permet en 10 minutes de regarder la propagation de l'embolie et surtout quel est le niveau de rupture de chaque veine. La nervure centrale, chaque veine, pardon, en français, chaque nervure, la nervure centrale et les nervures secondaires et tertiaires. Donc là, la couleur correspond à la pression qu'on injecte dans la feuille. Donc là, très très vite, on peut faire ça sur un grand nombre de cépages et voir s'il y a des feuilles qui sont plus ou moins résistantes. On pourrait comparer aussi des feuilles qui sont malades, des feuilles non malades, etc. Donc c'est des techniques qui peuvent être utilisées quasiment au vignoble. Alors pour conclure sur cette partie,
Ben, ce que j'ai mis, c'est que la vigne n'est pas différente finalement des autres espèces. Elle n'est pas capable de réparer la cavitation, alors que, comme le laurier, elle était considérée un petit peu avoir un processus miraculeux de réparation qu'on appelle le refilling. En fait, elle n'est pas capable de le réparer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, comme toutes les autres espèces, lorsque le stress augmente, elle ferme ses stomates et donc elle vient diminuer sa transpiration et sa photosynthèse. Les échanges gazeux chutent. Et c'est uniquement lorsque les stomates sont complètement fermés que la cavitation peut se produire et va conduire à la dessiccation, déshydratation des organes et à la mortalité des organes, voire à la mortalité des individus si la sécheresse est extrêmement sévère. Alors, une fois que on s'est intéressé à tous ces processus très physiologiques au laboratoire, on a essayé de voir quelles étaient les implications de ces résultats au vignoble. Est-ce qu'au vignoble, on entend la cavitation quand on passe entre deux rangées de vignes, ou bien est-ce que ça se produit que très rarement? Donc on a parcouru les vignobles, on a écouté, mais on a surtout bu du vin. Et la première chose qu'on a constaté, c'est que ici, c'est des données qui viennent du merlot, d'un cheval blanc et deux autres cépages dans Napa Valley, pardon. Et ici, on s'aperçoit que le potentiel hydrique le plus négatif de la journée, quel que soit le mois, mesuré ici par Kees van Leuven, pendant 20 ans. Donc ici, on a des séries très très longues qui sont, je crois, de 18 ans dans la Napa Valley et de 20 ans à cheval blanc. On voit que le potentiel hydrique peut descendre jusqu'à moins 2 mégapascales. Donc déjà, ce n'est pas anodin. La plante subit un stress relativement important. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais il faut me croire sur parole, qu'est-ce qui est important, pas important. Donc je vous ai mis ici ce qui a été mesuré par une chercheuse du laboratoire sur les arbres cet été en Gironde. Et bien, les arbres, on voit que cet été, ils sont descendus à moins 6 mégapascales. Donc la vigne, finalement, elle ne descend pas si bas que ça. Elle régule. Elle essaye d'éviter la chute du potentiel hydrique pour ne pas qu'il y ait de dysfonctionnement hydraulique, ne pas qu'il y ait d'embolie. Donc ici, cette courbe ici, sur 20 ans, ce n'est pas juste une année où il a fait plus ou moins sec. Non, ici, il y a eu plusieurs sécheresses au cours de ces 20 dernières années. Et on voit que finalement, il n'y a pas de chute extrême de potentiel hydrique. Alors la première raison, je ne l'ai pas illustrée ici, mais tout le monde la connaît, c'est la profondeur d'enracinement de la vigne, qui est capable d'aller chercher de l'eau à des profondeurs assez importantes. Et il y a deux autres raisons que je vais illustrer. La première, c'est la segmentation hydraulique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors si ça veut bien se déplacer. Donc la segmentation hydraulique, c'est-à-dire que les organes en périphérie sont plus vulnérables que les organes pérennes. Donc ici, toujours avec le synchrotron, on a scanné des pétioles de feuilles, on a scanné les tiges, et on s'aperçoit que la cavitation se produit beaucoup plus tôt dans les pétioles que dans les tiges. On voit que les pétioles sont plus vulnérables. Ils cavitent beaucoup plus tôt que les tiges, où il faut des pressions beaucoup plus négatives pour les caviter. Donc cette segmentation hydraulique fait que lorsqu'il y a une sécheresse extrême, les pétioles vont caviter, la plante va perdre les feuilles qui transpirent vont limiter donc la transpiration en limitant la surface foliaire, et ça va limiter la chute du potentiel hydrique pour protéger l'intégrité hydraulique de la partie pérenne qu'est la tige. Donc la cavitation dans la tige ne va se produire que lorsque la sécheresse est vraiment extrême, lorsqu'il y a quasiment plus de feuilles, puisque on va dire que la vigne utilise les feuilles comme un fusible. Lorsqu'il y a une sécheresse importante, elle sacrifie ses feuilles de façon passive par cavitation au niveau du pétiole. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie, c'est le contrôle stomatique qui est extrêmement précoce chez la vigne. Donc le contrôle stomatique, c'est la capacité de la plante à fermer ses stomates. Ici, j'ai pris un exemple avec 3 cépages, où il y a une variabilité entre les cépages, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'ils ferment tous les stomates à peu près à moins 1 mégapascal, c'est-à-dire très, très, très précocement. Donc la vigne a une sensibilité stomatique à la sécheresse très importante.
Et donc là, c'est pareil, j'ai mis une comparaison avec 160 espèces d'arbres, de lianes qu'on a mesurées à travers le monde. Ici, vous avez le potentiel qui est dû à la fermeture des stomates sur cette échelle. Donc celui fermeture des stomates, c'est lorsque cette courbe atteint 0. Donc ici, on est à peu près à moins 1 mégapascal. Donc on voit que les plantes, elles ferment toutes leurs stomates avant moins 4, mais que la vigne se situerait ici, c'est-à-dire à moins 1 mégapascal, c'est-à-dire qu'elle est très très sensible à la sécheresse et ferme très rapidement ses stomates. Donc encore une fois, on a une stratégie qui est assez extrême chez cette espèce pour éviter la chute du potentiel hydrique et la cavitation dans la tige. Hop. Donc des fois ça marche un peu trop. Voilà. Pour comparer un grand nombre de cépages, on a développé un appareil qu'on appelle le méga cavitron ou le cavitron, qui permet de centrifuger des tiges de vigne d'1 mètre de long, donc pour éviter les artefacts liés à des segments très courts. Donc ici, avec mon ancien postdoc Guillaume Charrier, on a mesuré un grand nombre de cépages, environ 35 cépages. Alors la technique est très simple, on coupe un segment, on la place dans un rotor qui se trouve à l'intérieur de cet appareil, et il y a 2 réservoirs au centre. Lorsqu'on centrifuge la tige au centre, ça tire la colonne d'eau de chaque côté et ça donc produit un potentiel hydrique négatif au centre, c'est-à-dire ça simule une sécheresse au centre de la branche. En même temps que l'on fait ça, il y a 2 réservoirs d'eau de volumes différents. Ça fait que, comme il y a une centrifugation, ça crée un gradient de pression entre les 2 extrémités, et donc ce volume d'eau vient se vider à travers la branche dans le petit. Et donc on peut mesurer en continu la conductivité hydraulique grâce à une sorte de caméra que l'on place au-dessus qui mesure les niveaux d'eau de chaque réservoir en continu, on va dire. Et donc on peut obtenir une courbe de vulnérabilité en moins de 30 minutes sur une branche. Et donc on peut comparer un grand nombre de cépages ou de génotypes grâce à cet appareil. Donc c'est ce que nous avons fait. Et la première chose qu'on s'est aperçu chez la vigne, et on a été surpris, c'est qu'il y a une variabilité au sein de l'année, donc entre les saisons. La vulnérabilité à la cavitation est bien moindre après l'ahoutement. Et donc la vigne est plus vulnérable au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Elle devient de plus en plus résistante au cours de la saison. Ça, c'est extrêmement rare. On n'a jamais observé ça chez aucune autre espèce. C'est vraiment particulier à la vigne. Donc les vaisseaux sont beaucoup plus lignifiés et sont plus résistants à l'embolie. On n'a pas regardé d'un point de vue anatomique quels étaient vraiment les traits anatomiques qui bougeaient pour expliquer ça, mais sans doute au niveau des ponctuations. Par contre, donc ici on l'a fait sur un grand nombre de cépages, mais j'en ai mis que 4 ici. Enfin, j'ai mis 3 cépages et un porte-greffe ici. On voit que la courbe de vulnérabilité obtenue au printemps en vert se déplace en été sur la courbe rouge, donc devient plus résistant à l'embolie. Et j'ai matérialisé cette P50 ici, 50% de perte au cours de la saison par les points bleus ici et le début de la courbe par les points verts. Et la zone ici colorée, c'est la zone dans laquelle on peut mesurer le potentiel hydrique au vignoble. Et on s'aperçoit que les potentiels mesurés au vignoble sont de plus en plus négatifs quand on s'approche de l'été, bien sûr, parce qu'il fait de plus en plus sec, mais qui viennent tout le temps flirter avec le début de la courbe de cavitation. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu de cavitation dans la vigne lorsque la sécheresse est très marquée, et notamment ici à Saint-Émilion, fin août, début septembre, on se trouve à peu près à 12% de cavitation dans les tiges à ce moment-là. Et donc, grâce quand même au déclin donc, de cette vulnérabilité, on ne voit pas de tiges complètement embolisées et le potentiel hydrique n'atteint jamais les points bleus qui sont 50% de cavitation. Donc on ne voit pas de mortalité, on va dire, liée purement à la sécheresse au vignoble. En tout cas, dans les 2 vignobles que l'on a étudiés au cours des 20 dernières années, on n'a pas vu de mortalité liée directement à la sécheresse. Par contre, on voit que jusqu'à 15% de cavitation peut se produire dans la tige, et ça va impacter fortement la productivité et le rendement de ce vignoble-là.
Je vais revenir dessus. Donc ici, je vous ai mis les 30 ou 35 cépages qu'on a mesurés à ce jour. Donc on voit les cépages les plus vulnérables ici, Floréal étant le plus vulnérable de tous avec une P50 de moins 1,7 et le cépage le plus résistant est le Pinot Noir avec une P50 de moins 3,3, donc extrêmement résistant. Il est à noter que les porte-greffes en vert sont en moyenne toujours plus résistants que les cépages. SO4 étant le champion, c'est vraiment ils sont très très résistants à l'embolie. Alors si on utilise un petit peu cette variabilité qu'on a observée donc, entre les cépages et qu'on regarde quelle est l'implication de cette variabilité pour le fonctionnement de la vigne. J'ai pris ici le cépage qui se trouve plutôt dans le haut de cette courbe, c'est-à-dire vulnérable à l'embolie. La courbe bleue ici est proche de 0, c'est une variété, cépage qui est vulnérable. Ici, le cépage B se trouve plutôt en bas de ce graphique et celui-ci est beaucoup plus résistant à l'embolie. On voit que pour ce cépage-là, il est obligé de fermer ses stomates très très tôt, beaucoup plus tôt que celui-ci. Et donc ça va réduire clairement ses échanges gazeux, sa croissance et son rendement. Donc le fait d'avoir une vulnérabilité à la cavitation très importante va réduire la capacité de ce cépage, on va dire, à travailler lors d'un stress hydrique modéré. Et cela va impacter fortement donc, le rendement de ce cépage. Deuxième implication ici, à partir toujours de modélisation, à partir de ces données mesurées au laboratoire. Ici, si je prends les deux extrêmes au niveau cépage, donc le Pinot Noir, si on arrête d'arroser ces plants complètement, c'est-à-dire on ne met plus d'eau du tout, donc ça c'est extrême, on voit que ce cépage va mourir au bout de 150 jours. Floréal, lui, à l'opposé, va mourir au bout de 50 jours. Donc il y a une différence extrême. Donc cette différence de 2 mégapascales entre le début ici de ce spectre et la fin de ce spectre va induire d'énormes différences de survie et de productivité au vignoble. Donc ça, c'est les choses qu'on a observées donc, suite à ces observations qu'on a effectuées au cours des 3 dernières années. Ici, ce travail va être complété ici avec mon collègue Hervé Cochard par l'intégration d'autres traits. J'ai parlé ici que de résistance à la cavitation, mais il y a d'autres traits comme la transpiration cuticulaire qui peuvent être ici rajoutés pour, on va dire, affiner la prédiction de survie de ces différents cépages en stress extrême. Donc il est fortement conseillé de planter plutôt celui-ci dans les milieux secs et celui-ci plutôt dans les milieux humides, bien sûr. Si on peut faire des propositions par rapport à ces résultats. Donc ici, j'ai intégré 3 traits de résistance à la cavitation et on voit que, bon, en rouge, ce sont les cépages les plus vulnérables et en vert, les cépages les plus résistants. On a fait ça pour les classer en 4 groupes et regarder un petit peu les risques de vulnérabilité à l'embolie à l'échelle du globe. Sachant que, bon, on n'a pas tous les cépages, mais c'est des cépages qui sont très très répandus à l'échelle de la planète. Donc on a utilisé un petit peu on va dire, ces clusters pour prédire un petit peu les risques d'embolie à l'échelle des grands vignobles mondiaux. Donc il y a 329 régions qui ont pu être étudiées grâce à cette approche. Alors, il y a du bleu et du rouge dans tous les continents, on va dire, donc c'est difficile de trancher comme ça, mais si on regarde un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que les vignobles qui sont plantés uniquement avec des cépages vulnérables, ou très grandement avec un cépage vulnérable, vont être des vignobles qui sont beaucoup plus à risque sous l'impact du changement climatique. Ici, j'ai mis les 4 exemples les plus marquants. Donc ici, avec le cépage sultanine au Mexique, où on a donc un encépagement très important avec ce cépage très vulnérable. En France, celui qui ressort le plus, c'est l'encépagement avec uni blanc, donc très, très proche de chez nous, ici, qui aussi est très dominant dans cette région et qui est un cépage très vulnérable. Et sous l'impact du changement climatique, il sera peut-être intéressant de réfléchir à rajouter d'autres cépages plus résistants.
Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire ça pour un grand nombre de régions, notamment le Sauvignon blanc, aussi en Nouvelle-Zélande, qu'on a trouvé beaucoup plus vulnérable que les autres, et qui est largement planté dans cette région. Alors, cette carte, elle nous donne le risque potentiel. Elle ne nous donne pas la vulnérabilité, on va dire, de la région viticole. Ce qu'on est en train de faire, on est en train d'aller à ce niveau-là, on est en train de télécharger toutes les données de télédétection spatiale de toutes les teneurs anneaux à l'échelle de la planète sur le 0 à 1 mètre de profondeur pour estimer les potentiels hydriques de sol et voir si les potentiels hydriques de sol sont très proches des seuils de rupture qu'on a estimés pour chacun de ces cépages. Et donc on pourra estimer ce qu'on appelle une marge de sécurité. Est-ce que par exemple Sultanine au Mexique est déjà très proche de son seuil de vulnérabilité ou bien est-ce qu'il a encore de la marge, ainsi de suite. Et donc on pourra vraiment estimer la vulnérabilité du vignoble. Ici, je parle juste de risque, puisqu'on ne connaît pas, par exemple ici, on peut supposer qu'en Nouvelle-Zélande, il pleut énormément et que le Sauvignon blanc, même s'il est beaucoup plus vulnérable, il est quand même assez loin de son seuil de cavitation. Alors, pour finir sur une note plus positive que l'impact potentiel du changement climatique, ici, avec plusieurs collègues, notamment Grégory Gambetta et Hervé Cochard, et notamment la première auteure qui était en postdoc avec Grégory ici, nous avons regardé comment il serait possible d'améliorer la résistance ou la tolérance à la sécheresse des cépages. Donc ce que nous avons pris, c'est nous avons pris un grand nombre de cépages pour lesquels on a mesuré un grand nombre de traits de résistance à la sécheresse, donc la résistance à la cavitation, mais également la transpiration cuticulaire, la sensibilité des stomates lors de sécheresse. Et on a regardé si on prenait le meilleur de chaque cépage et qu'on le mettait dans un même cépage qu'on a appelé élite. Est-ce que ça allait améliorer la survie lors d'une sécheresse? Et on voit qu'on est capable de nettement améliorer le temps de survie d'un cépage élite. Donc il suffit juste finalement maintenant de croiser ces cépages et de tirer le meilleur de chacun. Il y a toujours une possibilité, il y a un potentiel d'amélioration pour aller vers une tolérance à la sécheresse plus importante si on prend les bons traits au bon endroit. Voilà, donc je ne vais pas déborder. Donc en conclusion, j'ai remis ici la première photo que j'avais mise sur la diapositive de début. Ce dessin de Grew, où finalement, quand on utilise un synchrotron à 600 millions d'euros 300 ans plus tard, on obtient exactement la même chose, exactement le même dessin. Par contre, on est capable de voir à l'intérieur de la plante si les vaisseaux sont pleins d'eau ou pleins d'air, et ça change un petit peu quelques résultats, et donc je les ai résumés ici. Les vaisseaux de la vigne ne cavitent pas sur une base journalière, et ils ne sont pas capables d'être réparés non plus sur une base journalière. Ça, c'est la première chose. Donc la vigne n'est pas ultra vulnérable à la sécheresse, elle est vulnérable au niveau de son appareil vasculaire, mais elle n'est pas ultra vulnérable comme les articles le montraient précédemment. L'embolie se produit uniquement lorsqu'il y a une sécheresse sévère. Elle ne se produit pas tous les matins, quand on marche dans le vignoble, ça ne cavite pas tous les jours. Il y a sans doute eu de la cavitation cet été, lors de la sécheresse historique de 2022, clairement. La vigne a mis en place un dispositif hydraulique extrêmement simple mais performant qu'on appelle la segmentation hydraulique, puisqu'elle sacrifie ses feuilles via de la cavitation dans les pétioles pour réduire la transpiration et limiter les chutes de potentiel hydrique, comme je l'ai expliqué, pour protéger la partie pérenne, donc le tronc, le cep. Et puis, la gamme de vulnérabilité qu'on a mesurée, donc bien sûr on n'a pas mesuré tous les cépages, il y en a des milliers, mais les plus utilisés, on a mis en évidence que certains cépages pourraient être fortement impactés par le changement climatique. Il serait intéressant d'intégrer ces traits de résistance hydraulique dans les programmes soit d'amélioration, soit d'encépagement à l'échelle du globe. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup.
Voilà, ça doit marcher, ça va venir. Allô, allô, allô. Oui, ça marche. Autrement, je vais... Merci. Oui, merci beaucoup. Merci Sylvain pour cette présentation. On a été séduit notamment par la qualité des illustrations merveilleuses. Je pense que tout le monde est devenu des grands spécialistes de l'hydraulique. Mais en tout cas, en fait, ce qui est intéressant dans le voyage que tu nous as fait partager, c'est que effectivement, des principes de la physiologie végétale, on aboutit à des préconisations, en tout cas, en fait, à des conseils éventuellement sur le futur, dans le cadre notamment du changement climatique. Et on voit en fait que finalement, la physiologie végétale, elle est à la fois générale, il y a des règles générales, mais il y a des règles particulières, et notamment la vigne, alors on s'en réjouit bien sûr, est une plante particulière parmi les autres arbres, avec des stratégies qui peuvent être différentes d'une plante à une autre en termes de lutte contre ce stress hydrique, hein, effectivement. Donc, notamment avec cette perte de feuilles qui peuvent être, en tout cas, induites lors de l'embolie, en fait. Ouais. Oui, ça c'est uniquement, on va dire, une stratégie que la vigne a mis en place, alors de façon extrêmement poussée, puisque la segmentation hydraulique est très très grande. Chez les arbres, on rencontre ça à une plus petite échelle et uniquement chez certaines espèces. Donc vraiment la vigne est très particulière à ce niveau-là. Il y a un porte-greffe, il y a un cépage, donc oui. C'est déjà très particulier. Hein, mais, et c'est une liane avec des vaisseaux extrêmement longs et donc qui est d'une complexité terrible à étudier en hydraulique. Et donc il faut des outils extrêmement onéreux comme le synchrotron ou avec des accès très limités, qui fait que c'est une plante qui est compliquée à étudier par rapport à tournesol ou le peuplier par exemple. Très bien. Ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que, en fait, une fois qu'on a de la cavitation, tu as dit en fait qu'une fois que les vaisseaux sont remplis d'air, de toute façon, ils ne vont pas récupérer, en fait. Est-ce que d'une saison à une autre, c'est-à-dire, est-ce que dans la croissance de la plante, on peut avoir formation de nouveaux vaisseaux qui vont compenser, en fait, la perte de vaisseaux d'une saison, par exemple, comme 2022, où on a un millésime extrêmement sec. Est-ce qu'on peut prévoir 2023, finalement, des constructions de nouveaux vaisseaux dans la vigne ? Oui, alors je n'en ai pas parlé, je n'ai pas eu le temps, mais tous les ans, il y a un CERN qui est mis en place avec des nouveaux vaisseaux qui sont fonctionnels. Donc, s'il y a une perte totale de la conductivité liée à une sécheresse, la plante ne pourra, on va dire, transpirer qu'après la mise en place du nouveau CERN au printemps suivant. Donc il y a une redondance des vaisseaux, ils sont mis en place tous les ans. Il y a aussi une compartimentation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a quelques vaisseaux qui cavitent que les bulles d'air vont se propager dans tout l'appareil vasculaire. Il y a une compartimentation. Et la vigne aussi a une autre particularité, c'est qu'en général chez les arbres, on dit souvent que n'importe quelle racine peut alimenter n'importe quelle feuille. On l'a vu ici sur les... J'ai pas eu le temps de revenir dessus parce qu'il y avait le match de foot, on me faisait signe qu'il fallait terminer. Mais, donc moi je connais pas les horaires du foot, mais on est plus rugby ici, ouais. Voilà, donc ici on voit que ce qu'on appelle un trajet de sève, c'est vraiment particulier à la vigne, aux lianes on va dire. Où là on voit que quand on injecte un colorant dans cette branche, ça suit exactement ce trajet-là. On fait ça chez un arbre, on injecte une branche et on colorie l'intégralité du tronc. Là c'est comme assez particulier de ce point de vue-là. Ça c'est j'exagère un petit peu quand je dis on colorie tout, mais c'est assez différent de tout ce qu'on connaissait par ailleurs chez les arbres. Très bien. Alors, j'ai une question en fait qui rejoint un petit peu le propos que tu avais sur Zoom. On demande en fait, alors les mesures de résistance des cépages ont été faites sur franc de pied ou greffé. Alors j'imagine que c'est sur des
des plants qui sont... Frente de pied. Oui. Frente de pied, oui, Oui. parce que ça rajouterait une dimension de complexité. Alors, on a fait les deux, on l'a publié dans l'article avec Guillaume Charrier celui de 2016 ou 2017. On n'a aucune différence entre, par exemple, si on prend le Cabernet Sauvignon, frente de pied ou greffé, on n'a aucune différence de résistance à la cavitation de l'appareil vasculaire du Cabernet Sauvignon. Alors, le fait qu'il ait été greffé n'est pas induit de modification anatomique de ces vaisseaux. D'accord. Donc on ne voit aucune différence. Et toutes les autres mesures ont été faites sur des frentes de pied. Très bien. On peut prendre aussi des questions dans la salle. Hein. On a un micro, je crois, qui est ce petit cube là qu'on peut distribuer, que vous pouvez utiliser pour poser des questions. N'hésitez pas. En attendant, j'en ai une. Ah, voilà, allez-y. Parfait. Alors, juste pour une petite précision technique, parlez bien proche du micro et ça se passera très bien, il n'y a pas besoin de forcer sur la voix. Et après, on peut se la passer en se la lançant de rang à rang. Allez-y. Voilà. Allez-y. Ok. Merci Sylvain pour cet exposé super intéressant et beaucoup d'études, beaucoup de travaux. Moi, j'avais une question du coup sur la particularité de la vigne et le fait qu'elle soit du coup greffée. Et je me disais que quand on voyait ta carte, en fait, je me disais que finalement, l'utilisation peut-être de certains porte-greffes permettait peut-être de rendre plus sensible ou plus résistante finalement certains cépages ou pas. Alors c'est un peu la même question. La vulnérabilité du cépage n'est pas modifiée par le porte-greffe. Parce que le greffage sur le porte-greffe n'induit pas de modification anatomique au niveau des ponctuations dans les vaisseaux. Donc quand on a comparé, encore une fois on l'a fait sur 3 cépages, je ne me souviens plus de tête, il faut regarder dans l'article, mais Cabernet Sauvignon, c'est sûr il y était. Le Cabernet Sauvignon franc de pied ou greffé a exactement la même résistance à la cavitation. Par contre, le porte-greffe va jouer sur l'accès en eau au niveau du sol. Mais la vulnérabilité intrinsèque de l'appareil vasculaire du cépage ne sera pas altérée par le porte-greffe. Ok. C'était juste plus l'aspect d'augmenter, par exemple, le volume de sol exploré. Ou alors, complètement. En fait, ça permet justement de... Oui. Donc ça ne lui permet pas d'être plus résistant à la sécheresse, mais ça lui permet d'aller chercher plus d'eau au niveau du sol et donc de limiter la chute du potentiel hydrique et donc de rentrer en stress beaucoup plus tard. Donc le porte-greffe a ici une importance majeure pour aller prospecter en volume de sol et absorber plus ou moins d'eau selon ses capacités. Par contre, on l'a montré, j'en ai parlé ici, les porte-greffes sont tous quasiment, enfin on a étudié 4 ou 5, hein, mais sont plus résistants à l'embolie que les cépages. Donc ça, c'est assez surprenant, on n'a pas regardé dans le détail pourquoi, parce qu'on peut dire que ça sert strictement à rien, puisque le porte-greffe, lui, n'est jamais exposé à des potentiels hydriques très négatifs, puisque comme je l'ai montré, il y a un gradient de potentiel hydrique dans la plante, Oui, ce sont les parties sous-sol, périphériques qui sont les plus exposées à la sécheresse et qui vont caviter. Et la cavitation dans les racines, ça se produit quasiment jamais, surtout que sur la vigne, déjà, on voit que dans la tige, c'est déjà très très rare, il faut une sécheresse extrême. Mais il y a cette particularité, SO4 est une bête de course en termes de vulnérabilité à la cavitation. Très bien. Une autre question dans la salle, autrement j'en ai une sur Zoom. On revient en fait sur le phénomène que tu as appelé refilling, de re-remplissage, avec une question en fait qui sur le laurier, puisque en fait tu as éliminé l'hypothèse de refilling chez la vigne. Et qu'en est-il chez le laurier alors ? Oui, alors j'aurais pu le dire, mais donc on a montré dans nos articles que le refilling n'existait pas. C'était un phénomène qui était purement lié à un artefact de mesure. Il y a eu quand même 20 ans d'études sur ce processus, ça a duré un petit moment. C'est pas un seul article qui a montré ça. On a publié donc avec un groupe australien de Sydney et un autre groupe américain que quelles que soient les plantes, notamment plus particulièrement le laurier et la vigne, qui étaient les 2 plantes modèles du refilling, que vraiment ça n'existait pas sous tension et qu'on n'avait jamais pu l'observer quand il n'y avait pas de segments coupés, donc pas d'artefact. Voilà. Une autre question dans la salle ? Pour l'instant, non. Alors j'en avais une autre. Il y a une question peut-être ? Tout au fond. Oui, tout au fond là, oui. Plusieurs. En attendant, en fait, il y avait une question, mais qui rejoint des thèmes que tu as développés en fait à la fin de ton exposé.
c'est en fait, on voit clairement que ces travaux ont une implication vis-à-vis en fait, de l'adaptation au changement climatique. Alors, en tout cas, ça peut être utilisé comme un des éléments à prendre en compte dans cette adaptation. Et est-ce que... quels sont les travaux finalement? Enfin, tu parlais en fait notamment des données satellitaires qui seraient susceptibles aussi d'être prises en compte pour évaluer les réserves d'eau en fait dans les sols. C'est ça? Qu'est-ce qu'on peut chez imaginer? les arbres, on est beaucoup plus avancé là-dessus. Hein. C'est quand même notre fonds de commerce où on arrive à prédire quelles sont les espèces qui vont mourir lors d'une sécheresse et celles qui vont survivre uniquement avec les potentiels hydriques mesurés au niveau du sol par télédétection spatiale et la résistance à la cavitation. Donc on peut faire exactement la même chose sur la vigne, mais voilà, on ne travaille pas à 100% de notre temps sur la vigne. Donc là, on a récupéré les données de télédétection satellite pour avoir la teneur en eau des sols, de tous les vignobles que j'ai montrés. Donc il y en a 329, ça fait beaucoup de travail. Et ensuite, il faut transformer cette teneur en eau en potentiel hydrique du sol. C'est un petit peu complexe. Et une fois qu'on a ce potentiel hydrique, on recherche au cours des 20 dernières années quelles sont les valeurs les plus négatives, donc les plus extrêmes qui ont été rencontrées par chaque vignoble. Et on regarde si cette valeur extrême, par exemple, si elle est à -2 ou -3. Parce que si le cépage il cavite à -3, s'il est à -2, ça veut dire qu'il a encore une marge de sécurité importante. Par contre, s'il est déjà à -3,5, bon, il faut se poser des questions sur la pérennité de ce cépage dans cette région-là. Voilà. Une autre question, je crois, tout en haut, non? Oui. Du coup, on a vu les mesures sur les feuilles et les tiges, mais qu'en est-il du fruit? Est-ce qu'il y a pu avoir des mesures à ce niveau-là? Alors, moi, je n'ai jamais fait de mesure sur fruits. On m'a dit à Bordeaux qu'il fallait surtout les garder pour faire du vin, donc j'ai jamais eu le droit de les toucher. Mais oui, il y a eu des mesures sur la résistance à la cavitation du fruit. C'était fait en Australie. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 articles qui montrent que le fruit finalement est assez résistant et arrive à garder de l'eau assez longtemps jusqu'au moment où il relâche l'eau. Mais je crois que le seuil était assez proche de celui de la feuille de mémoire, mais je ne pourrais pas le dire de façon certaine. Là. Il faudrait revenir dans ces articles-là. Il y avait une question devant là, si le micro peut redescendre. Oh là, voilà, ça, attendez, ça, voilà, ça rebondit, on arrive, voilà. Allez-y. Voilà, merci. Merci beaucoup déjà pour votre présentation. Moi, ma question était plutôt par rapport à ce fameux cépage élite, bon, qui n'existe pas pour le coup. Déjà, pour l'instant. Quand on reprend exactement le schéma qui était affiché également, on voit des nouveaux cépages, je pense au floréal notamment, qui est du coup un des plus sensibles à la cavitation. Ça serait quand même faisable du coup avec peut-être les mêmes techniques de pas de croisement mais de rétrocroisement comme ça a été fait. Juste avant, je crois que c'était votre schéma. Celui-là. Oui, tout en haut là. Donc, pour sauver Floréal. Oui, vous avez le Floréal, le sauver le soldat Floréal. Oui, c'est clairement la bonne question. C'est-à-dire que Floréal, je ne suis pas rentré dans le détail, c'est pas mon domaine, mais ceux qui sont en jaune sont les cépages résistants aux maladies. Visiblement, il y en a 3 qui ne sont pas résistants à la sécheresse. Et donc, dans un avenir plus chaud et plus sec, c'est bien d'avoir améliorer la résistance aux maladies, mais il va falloir aussi intégrer la résistance à la sécheresse en même temps si on veut pouvoir planter ces cépages dans des milieux secs. Parce que les 3 du haut, on va devoir être cantonnés à des milieux très humides. Donc ils sont intéressants dans des milieux où la sécheresse est très très peu marquée. Parce que la différence est énorme en termes de résistance à la sécheresse. Ce n'est pas juste un petit détail, c'est quand même plus de 1,5 mégapascal. Donc ça conduit à des temps de survie ou à un impact sur le rendement qui est considérable. Bien, merci. Il y a une question, il faut remonter un petit peu de quelques rangs, là, voilà. Alors, d'ailleurs, en fait, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir, c'est-à-dire tout l'aspect en fait de la relation du système vasculaire avec les maladies, notamment les maladies du bois.
Bon, on refera une autre conférence sur le sujet, bien sûr, pour traiter de ce sujet, parce que c'est aussi en fait quelque chose sur lequel aussi tu as travaillé, Sylvain. Oui, oui, alors j'ai pas voulu spolier des recherches qui seront peut-être présentées un autre jour. Voilà. Mais effectivement, on a utilisé le synchrotron. J'ai mis quelques diapos pour regarder donc la fonctionnalité des vaisseaux, je l'ai dit. Mais dans le cas des maladies de la vigne ou des dépérissements de la vigne, on a pu s'apercevoir que certains vaisseaux étaient pleins de sève ou pleins d'eau, mais non fonctionnels. Et donc on a utilisé ce qu'on appelle ici un agent de contraste, qu'on appelle le UXSol. Voilà, ici le UXSol. Donc on fait transpirer la plante dans une solution avec cet agent de contraste, et il devient extrêmement blanc avec les rayons X, à une très très forte énergie au synchrotron. Et donc ce qu'on peut voir ici, on peut distinguer 3 types de vaisseaux. C'est la thèse de Giovanni Bortolami à l'UMR-SAV, qui est venu au synchrotron avec nous plusieurs fois. Donc ici on voit les vaisseaux fonctionnels qui ont absorbé l'agent de contraste, qui sont pleins d'eau. Ici on voit les vaisseaux cavités pleins d'air, classiques, mais on voit ici et là que les vaisseaux, ils ont l'air d'être fonctionnels, ils sont pleins de quelque chose qui ressemble à de l'eau, mais qui est sans doute du gel. Donc sans doute une maladie du bois qui est venue faire ce qu'on appelle donc une occlusion dans ces vaisseaux. Donc là, c'est des choses que Giovanni a notamment publié plusieurs articles là-dessus. Je ne vais pas présenter ces résultats qui seront peut-être mieux présenté par l'UMR-SAF que par moi-même, parce qu'on a collaboré là-dessus, mais c'est pas moi qui porte ces projets-là. On fera une conférence sur la relation entre le système vasculaire et les maladies, en fait, notamment du bois. Voilà. Il y avait une question, je ne sais plus où est le micro, voilà, un peu plus haut, là-haut. Voilà. Bonsoir Sylvain. C'est un peu dans la continuité de la question précédente. À propos des cépages résistants, est-ce que ça ne pourrait pas être dû, cette vulnérabilité à la cavitation, à un antagonisme entre les gènes de résistance aux maladies et celui des gènes de résistance à la cavitation? Alors, la réponse est je ne sais pas, parce qu'on n'a jamais pu identifier les gènes qui confèrent une résistance à la cavitation jusqu'à présent. Donc déjà... on part de loin. Non, je pense qu'il y a tout intérêt à avoir des programmes communs pour essayer de travailler de concert entre la résistance à la sécheresse et la résistance aux maladies. La première étape était sans doute de regarder la résistance aux maladies, ce qui a été fait. Maintenant, je pense qu'il faut des programmes qui intègrent tous ces traits à l'échelle de la plante pour anticiper justement un monde où on réduit l'utilisation des pesticides, mais qui sera plus chaud et plus sec. Oui, avec des qualités œnologiques, bien sûr, oui, encore améliorées. J'ai oublié ce détail. C'était pour faire plaisir à Gilles de Revel que j'ai rajouté ça. D'autres questions dans la salle? Voilà, alors sur Zoom, pour l'instant, on n'en a pas. Je ne sais pas si... voilà, une dernière, là. Il faut retraverser, voilà. Donc, voilà, c'est pas le foot, c'est plutôt le rugby, là, ou le handball. Voilà, on va y arriver. Il n'y a pas de blessés pour l'instant, ça va. Pas de commotion cérébrale, c'est bon. Merci. Après, c'est une question peut-être un peu de non-connaisseurs. Je me demandais s'il y avait aussi une influence de l'âge de la vigne. Si par exemple, des vignes âgées d'1 an ou de 50 ans, est-ce que ça pouvait faire varier finalement cette vulnérabilité ou pas? Ou en fait, c'est juste propre à la génétique et au génotype? Oui, mais généralement chez les plantes, on voit un effet relativement faible, voire nul. Sur un arbre de 20 ans ou un arbre d'un siècle, en général, les branches ont quasiment la même vulnérabilité à l'embolie. Les feuilles ont la même photosynthèse, capacité photosynthétique. Parce que j'aime bien dire que l'arbre n'a pas la mémoire du fait qu'il est vieux quand il produit une nouvelle feuille tous les ans. Le chêne produit des feuilles au printemps. Un chêne de 4 siècles va produire des feuilles qui sont tout aussi productives qu'un chêne de 4 ans. Par contre, chez la vigne, encore une fois, c'est un petit peu surprenant, mais les jeunes plants, donc les plants de l'année, sont quand même bien plus vulnérables que les plants qui ont 3, 4, 5 ans. Après, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça.
Et quand je dis de vulnérabilité, je compare toujours la pousse annuelle. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas capable de scanner un CEP aussi gros, parce qu'au synchrotron, on ne peut pas scanner des diamètres de de plusieurs centimètres comme ça. Donc c'est toujours la tige de l'année, mais la tige de l'année sur un plan de 5 ans est plus résistante que la tige de l'année sur un plan de l'année. Voilà. Et je ne l'ai pas dit ça, mais c'est vrai que sur le premier graphique ici, on peut le voir assez nettement. Voilà, les plans de l'année ici, on voit que la P50 qui induit 50% de perte de conductivité, on est autour de moins 1,7. Donc ça, c'est vraiment des plans très très jeunes, ils avaient quelques mois. Et quand on compare finalement avec les plans de 3-4 ans, francs de pied, bon, des plans très très grands comme ça, voilà, on est plus autour entre moins 2 et moins 3 mégapascales. Donc quasiment jusqu'à 1 mégapascal de différence, quoi. Donc autant que la variabilité qu'on observe entre les cépages, finalement. Une dernière question, voilà, juste en dessous, oui. Et puis à côté aussi. Bonsoir et merci pour la présentation. J'ai une question sur le fait que la cavitation se passe uniquement avec les stomates fermés. Le fait que les stomates se ferment, c'est un système de défense de la plante. Et du coup, ça induit la cavitation, qui est un système qui est néfaste pour la plante. C'est quoi, en gros, la question, c'est quoi le plus mortel entre les deux? Stomate ouverte ou cavitation? Alors, c'est pas la fermeture qui induit la cavitation. La fermeture essaie de limiter la cavitation, justement. Alors, je ne sais pas si la question elle est liée au fait que les plantes peuvent mourir de faim ou de soif lors d'une sécheresse. Je ne sais pas si c'est ça qui est derrière la question, mais l'hypothèse carbon starvation versus hydraulic failure, moi je suis assez tranché là-dessus. Donc, quand on arrête d'arroser une plante, il ne faut pas mettre du sucre dessus pour qu'elle reparte, mais bien de l'eau. Et donc, le fait que les stomates soient fermés va réduire forcément les échanges gazeux, la photosynthèse, mais la croissance, elle est déjà affectée depuis bien longtemps. C'est le premier processus affecté par la sécheresse. Donc c'est une loi du tout ou rien sur la croissance. Dès qu'il y a un manque d'eau, la croissance s'arrête. Il n'y a plus de division cellulaire, il n'y a plus de synthèse de protéines, il n'y a plus de synthèse de parois. Bien après, les stomates se ferment. Et donc finalement, il y a le puits, les besoins en carbone ne sont déjà plus là lorsque la photosynthèse diminue. Donc le stress hydrique va fortement impacter la croissance bien avant la fermeture des stomates. Et donc quand on regarde alors là, je n'ai pas d'exemple sur la vigne, mais sur les arbres, les individus qui meurent lors d'une sécheresse ne sont jamais, comment on dit ça, appauvris en carbone. La carbon starvation ne s'observe pas sur des arbres morts, c'est-à-dire ils meurent avec un excès de carbone, puisqu'ils ne peuvent pas l'utiliser, puisqu'ils ne font déjà plus de croissance. Ils meurent vraiment de dessiccation, c'est-à-dire lorsque les vaisseaux se remplissent d'air. Ce sont des cellules mortes, ces vaisseaux-là, c'est pas ça qui conduit à la mort, mais par contre, ils ne peuvent plus alimenter les cellules vivantes, et donc lorsque les méristèmes meurent, parce qu'il n'y a plus d'eau, soit par cavitation, soit par d'autres processus, on ne sait pas exactement, mais c'est vraiment on va dire la dessiccation de la plante qui va conduire à la mort et pas l'appauvrissement en carbone. Ok, merci. Après, il y a des débats là-dessus. Moi, je suis assez tranché, mais il y a des gens qui disent des choses un petit peu différentes. Hein. Je préfère le préciser. Il y a des articles qui parlent d'autres choses là-dessus. Voilà. Une question à côté. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais bien voulu que vous reveniez sur le graphique qui était à côté du panel de cépage en fonction du potentiel hydrique. Et j'aurais voulu savoir si c'était un graphique qui était théorique. Celui-là ? Oui, non, c'était encore avant. Oui, voilà, celui-ci. Savoir si c'était théorique et sinon dans quel contexte ça avait été fait, et si c'était des plantes en pot ou des plantes vignobles, ou rien du tout. Là, c'est une simulation avec un modèle qui s'appelle Suro, dans lequel on a calibré le modèle avec tous les traits mesurés sur tous ces cépages. Donc ici, il y a toutes les P50, donc à peu près sur la gamme qu'on voit sur la gauche. On a pris le plus vulnérable en haut et le plus résistant en bas pour borner un petit peu notre modèle. Et puis on a regardé le temps de survie avec
une sécheresse identique et surtout une surface foliaire constante, etc. Donc là, c'est vraiment extrêmement simple pour regarder l'effet potentiel que peut avoir cette gamme de variations de P50 sur la survie. On n'a pas intégré non plus la transpiration cuticulaire, qui est un trait extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a des cépages qui vont être capables de limiter les pertes anneaux à travers la cuticule, beaucoup plus que d'autres, voire même ce qu'on peut appeler la fuite stomatique, qui peut être encore plus faible chez certains cépages. En règle générale, chez les arbres, ceux qui sont les plus résistants en P50 sont aussi ceux qui sont capables de mieux contrôler les pertes anneaux au niveau des feuilles, donc avec une conductance cuticulaire plus faible. Et donc ça accentue encore plus les résultats. Donc là, on ne l'a pas fait, mais on peut s'attendre à ce que ce soit encore plus marqué lorsqu'on va intégrer les autres traits dans cette simulation qui reste très simple et basique pour le moment. Donc là, c'est un modèle. Merci. Très bien, merci. Une autre question. On va... Hop, bravo, très beau lancement. Voilà. Bonjour, merci également. Juste une question particulière justement sur ce graphique. La barre d'incertitude du Sauvignon blanc est immense par rapport aux autres cépages mesurés. Est-ce que c'est lié au fait que vous avez fait des mesures sur plusieurs clones, ou est-ce que c'était bien le même clone et qu'il semblerait qu'il y ait une variabilité plus importante génétique dans le cépage ? Oui, c'était le même clone et on a eu une variabilité plus importante. On n'a pas creusé pour le moment. Mais oui, on a une variété beaucoup plus forte sur ce cépage. Je sais Parce pas que pourquoi. si on le regarde, les individus les plus résistants se trouveraient beaucoup plus bas dans le graphique. Hein. Oui, clairement. Oui. Là, il va falloir refaire un grand nombre de mesures pour affiner, sans doute. Mais on n'a pas du tout creusé, puisque pour le moment, on est parti sur plutôt l'utilisation de ce spectre pour essayer de regarder les implications à l'échelle des vignobles et des régions viticoles. On n'a toujours pas regardé non plus les traits anatomiques, enfin, on va dire les propriétés anatomiques qui sont derrière ces différences. Est-ce que c'est vraiment le nombre de ponctuations entre les vaisseaux ? Plus il y en a, plus la probabilité qu'une bulle d'air puisse passer est importante, ou bien la taille de ces ponctuations, ou bien la porosité de la membrane. Donc là, il y a beaucoup de travail dans microscopie électronique pour essayer de déterminer quels sont les traits qui sont derrière ces variabilités. C'est important de le faire parce que ça permet de confirmer les résultats aussi. Si on observe que le pinot noir, il a très peu de ponctuation, qu'elles sont très petites et que les membranes sont très épaisses et très, on va dire, moins perméables aux bulles d'air, ça confirme les résultats. Et on sait après comment sélectionner aussi des cépages, c'est-à-dire que quand on fait des croisements, si on peut regarder ces traits anatomiques très très rapidement, c'est beaucoup plus rapide que de mesurer la résistance à l'embolie ou que ça demande des prototypes au laboratoire, ça prend du temps. Et donc ça nous permettrait d'aller plus vite dans la sélection des génotypes plus résistants à la sécheresse notamment. Très bien. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Ok. Une question, oui. Merci Sylvain de cette conférence très très intéressante. Je voudrais voir si ces travaux peuvent rentrer dans notre problématique viticole, mais aussi locale, qui est irrigation ou pas irrigation. Comment, y compris ces graphiques-là, peuvent te permettre de rentrer dans le débat et comment tu peux nous aider à trancher ou en tout cas en discuter. Oui. Oui, j'ai vu que c'était un débat actuel chez vous. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment un débat ou si vous allez tous dans le même sens. Il y a débat, d'accord. Donc pour trancher le débat, c'est simple. Il faut prendre les cépages de Bordeaux. Donc ils y sont, hein, parce qu'on s'est servi à côté du laboratoire également. Et puis regarder donc les potentiels minimums mesurés pour tous ces cépages au champ, sur une longue série de données, donc les potentiels les plus négatifs, et regarder si on est très très proche de leur seuil de rupture ou pas. Est-ce que, par exemple, le merlot, est-ce qu'au champ, on est à -2 ou est-ce qu'on arrive à -3 ? Si on est à -2, ça veut dire qu'il a une marge de sécurité très très grande et on peut continuer à ne pas l'arroser. Si on est à -3, là, je conseillerais plutôt de brancher l'irrigation. Mais je crois que ça, c'est un autre problème aussi, je crois, à Bordeaux. Non. Très bien, merci. Donc pour le moment, on ne peut pas, là. Mais si on fait ce travail-là, c'est possible. Donc je pense qu'on ne tranchera pas sur l'irrigation ce soir, mais je remercie Sylvain à nouveau, bravo pour cette belle conférence, merci. Merci. Et puis
Donc la prochaine conférence, Gilles, peut-être. Alors les vendanges en ligne, c'est une nouvelle façon finalement de décliner les vendanges du savoir. Et alors je regarde Gilles pour avoir les dates, mais c'est courant janvier, à partir du 10 janvier. Donc vous regardez sur le site des vendanges du savoir. Vous avez aussi le programme, je vois qu'il a circulé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter. Ce soir, et en tout cas, merci d'être venu ce soir aussi nombreux. Merci, bonne soirée.